Ce jour-là, Pop et Moon me laissèrent dormir, exempt de collège. Ce fut le téléphone qui me réveilla, à 12h10. « Salut toi !» Le grand entier de l'autre côté. « À ton tour de penser à Camo. Je rentre chez moi pour pioncer un coup. »« Comment ça s'est passé ce matin en classe ?»« Très bien, j'ai bloqué 2 heures de colle en physique. »« Pourquoi ?»« Parce que je pensais à autre chose, pardi. » Il gloussa. Ça aurait bien fait marrer Camo d'ailleurs. « Raconte. »« Oh, 3 fois rien, dit l'entier. Juste Plantard qui me fait venir au tableau. À peine si je l'avais entendu m'appeler. Tellement je pensais à Camo. Alors il m'appelle une seconde fois et les autres commencent déjà à se marrer. Bon, je vais au tableau. Plantard m'interroge. Muet. J'étais muet. Je reste muet. Dois-je comprendre que vous ne savez pas votre leçon, l'entier ? Oui, monsieur, fait ma tête. C'est bien ce que vous devez comprendre, monsieur. Et quelle explication allez-vous me servir cette fois-ci, l'entier ? Votre cartable oublié une fois de plus chez un de vos innombrables cousins ? Non, monsieur, fait ma tête. Non, monsieur. Alors ? Et c'est là que je dis. Je n'ai pas appris ma leçon, monsieur, parce que je pensais à autre chose. Et j'y pense encore en ce moment même, monsieur, et c'est pour ça que je suis muet, monsieur. Explosion dans la classe, tu imagines. Mais Plantard lève la main. Et pouvez-vous nous dire à quoi vous pensez, l'entier ? À quelqu'un, monsieur. Hurlement derrière moi. À qui tu pensais, l'entier ? Comment elle s'appelle ? Elle est mignonne ? Et Plantard, tu le connais celui-là, toujours à hurler avec les loups. Eh ben, l'entier, répondez à vos camarades. À qui pensiez-vous donc pour ne pas apprendre votre leçon ? Moi, en rajoutant dans le genre grand couillon. Elle s'appelle Cathy, monsieur. La classe. Cathy, comme c'est mignon. Tu nous balances son téléphone, l'entier ? Écris-le au tableau. Et moi, elle s'appelle Cathy Earnshaw. C'est l'héroïne des Hauts des Hurlevents. Un roman, monsieur. Je l'ai lu cette nuit. Bref silence de l'entier, au bout du fil, puis... Voilà, il m'a mis 2 heures, mais le plus fort, c'est que c'était vrai. Je me suis farci les Hauts des Hurlevents cette nuit. Je trouvais que c'était la meilleure façon de penser à Camo. Nouveau silence. Et tu veux que je te dise, je me demande pourquoi il l'aime tellement, cette Cathy. Moi, je trouve que c'est plutôt une emmerdeuse. Pas de quoi se foutre contre une bagnole pour elle. Il disait cela le plus sincèrement du monde. Il ajouta. Enfin, ce sont les affaires de Camo, tu le connais. En amour, il n'y a pas moyen de le raisonner. Sur son lit d'hôpital, Camo était extraordinairement immobile. Il avait un visage de cire et de craie. Ses paupières étaient mauves comme le ciel à l'aube de son accident. Une seconde, j'ai cru qu'il avait cessé de respirer. Je me suis penché. Non, c'était l'immobilité qui donnait cette impression. L'immobilité et le bandage, peut-être. Le bandage, si blanc. Mais il respirait, faiblement, comme s'il était recroquevillé là-bas, au fond de lui-même, et que son souffle eut toutes les peines du monde à atteindre le dehors, l'extérieur. Le grand extérieur, comme m'avait dit Camo un matin, en désignant d'un geste large les montagnes du Vercors. Il n'y avait rien d'autre que ce bandage, et c'était presque plus terrible. S'il avait été couvert de plaies et de bosses, on se serait dit « Sacré Camo, tout amoché, c'est bien lui, ça. Pas d'inquiétude, il va se réparer, comme d'habitude. » Mais non. Pour une fois, le visage de Camo était lisse, comme celui d'un nouveau-né. Pas la moindre égratignure, rien de visible. Uniquement ce bandage blanc, qui lui faisait la tête étroite. Mon ami Camo était cassé dedans. L'immobilité, c'est le contraire de Camo. Voilà ce que je ne cessais de me répéter, debout à son chevet. L'immobilité, c'est le contraire de Camo. Brusquement, j'ai mesuré la stupidité de notre jeu d'enfant. C'est comme si penser à Camo était suffisant pour vaincre cette pâleur de cire, pour ranimer cette immobilité, pour faire que cela se répare dedans. C'est une méthode comme une autre, me dit le docteur Grapp. C'était le docteur du collège. J'étais arrivé chez lui à bout de souffle. Je lui avais exposé la théorie de l'entier. Vous croyez que ça peut marcher ? Le docteur Grapp ne me répondit pas directement. Mais ce qu'il me dit valait toutes les réponses. L'affection, la vraie, ça a toujours donné envie de guérir. Il fallait penser à Camo, il fallait y penser sans faiblir. L'entier avait raison. Et pour cela, il fallait combattre l'impression
qu'avait laissé en moi son immobilité. Son immobilité. C'est alors que je me suis rappelé l'histoire du chat. Nous étions en cours préparatoire, à l'époque. Première année, ça ne datait pas d'hier. Nous rentrions de l'école, et le chat s'est fait écraser sous nos yeux. Pas exactement écrasé, à peu près le même accident que Camo. Il avait voulu traverser la rue en 2 bonds, et l'aile de la voiture l'avait frappé en plein vol. Il avait été projeté contre la poitrine de Camo, qui avait vacillé sous le choc, mais dont les bras s'étaient instinctivement refermés sur l'animal. Camo était resté là, debout, l'animal dans les bras, à regarder la voiture filer. De la bouche entrouverte du chat passait un petit bout de langue, où perlait une goutte de sang. Il ne bougeait plus. Cette immobilité, justement, qui est autre chose que le sommeil. Il est mort, dis-je. Non, répondit Camo. Le chat dans les bras, Camo marcha tranquillement jusque chez lui, grimpa les 2 étages qui menaient à son appartement, et, quand sa mère lui eut ouvert, il gagna sa chambre sans un mot, se glissa dans son lit sans même ôter ses vêtements, pour ne pas déranger le chat, et resta couché 3 jours dans le silence et l'immobilité. 3 jours et 3 nuits, jusqu'à ce 4e matin où le chat, enfin, ouvrit un œil, puis l'autre, bâilla, et sauta des bras de Camo. Tu vois, me dit Camo, quand ils sont très malades, ils font semblant d'être morts. C'est leur façon à eux de se soigner. Si tu leur tiens compagnie, ça va plus vite. À la maison, Pop et Moon tournaient maintenant comme des fauves en cage. C'est incroyable, disait Pop. Il faut absolument leur trouver. Je passerai demain à l'ambassade, disait Moon. D'un autre côté, disait Pop, le plus tard elle saura. Je sais, disait Moon, je sais. Puis, elle se laissa tomber sur une chaise, se mit à pleurer en silence et répéta pour la 1000e fois. Mon Dieu, si seulement je t'avais écouté. Il venait de passer la journée à essayer de joindre la mère de Camo. Il s'était adressé à l'agence qui avait organisé son voyage. L'agence avait téléphoné à son bureau de Leningrad, redevenu Saint-Pétersbourg, où l'on supposait que le groupe se trouvait encore. Il s'y trouvait en effet, mais la mère de Camo avait disparu. Elle a dû quitter son groupe, dis-je. Elle a continué son voyage tout seul. Impossible, dit Pope. Il faudrait être fou pour partir tout seul dans la grande pagaille russe. C'est pourtant ce qu'elle est en train de faire. Pop cessa brusquement de déambuler et se tourna tout d'une pièce vers moi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je le sais, je le savais. Pendant une de nos dernières nuits dans le Vercors, Camo avait eu un petit rire. Puis il avait dit. À l'heure qu'il est, elle doit être en train de leur fausser compagnie. Leur fausser compagnie? Tu crois que ma mère est allée en Russie pour photographier le Kremlin avec une bande de touristes en Bermuda? Elle est allée à la recherche de mon arrière-grand-père, l'autre Camo, le vrai, et elle le retrouvera. Il est pas mort? Bien sûr que si, il est né en 1882, et mort en 1922, à l'âge de 40 ans. Mais ce que Mélicie la grecque, l'abeille, n'a jamais voulu dire, c'est la façon dont il est mort. Elle le savait, mais ni ma grand-mère ni ma mère n'ont pu le lui faire dire. C'est une sorte de secret, et ma mère est bien décidée à le découvrir. Puis, fièrement, il n'est pas né, celui qui obligera ma mère à suivre le troupeau. Depuis des jours maintenant, sur ma table de nuit, la montre cassée de Camo marquait 11 heures. Ce n'est pas facile de penser sans arrêt à quelqu'un, même si ce quelqu'un c'est Camo. Même si ce Camo est ton meilleur ami. La pensée à des trous par lesquels elle s'évade elle-même. Ton regard plonge dans une photo de montagne, ton oreille accroche une note de musique et tu sors de ton devoir de maths, où tu cesses de penser à ton ami Camo. Au début, je laissais venir à moi les images de Camo librement. Les dernières, bien sûr, arrivèrent d'abord. Images de vacances, longues conversations nocturnes, les recettes de Camo, le parfum du poulet aux écrevisses, Camo et nos sacoches de facteurs, tout cela en vrac, bataille de polochons et balade dans la montagne. Puis, ce fut comme un robinet qui se tarit, qui ne coule plus que goutte à goutte. Il me fallut organiser ma mémoire, reprendre tout depuis le commencement. Notre rencontre à la crèche, où nous étions tous les deux amoureux de la même créchonnière qui s'appelait Madomagie, et qui secouait des hochets sous notre nez pour gagner sa vie d'étudiante. Puis ce furent la maternelle et le cours préparatoire, et le cours moyen où notre maître, M. Margerel, nous préparait à rentrer en 6e, en imitant tous les profs que nous y trouverions. L'admiration de Camo pour Margerel en prof de maths rêveur, si différent de Margerel en prof de français grincheux, et Crastin, un an plus tard justement, Crastingue, le prof de français de 6e,
dont tout le monde avait une peur atroce, tout le monde sauf Camo. La façon extravagante dont Camo avait appris l'anglais et fait la connaissance de Catherine Earnshaw, l'héroïne des Hauts et Hurlevents. Mais venait l'heure d'aller en classe, l'heure de passer à table, l'heure de faire mes devoirs, et la pluie de questions chaque fois qu'on me sentait ailleurs. À quoi pensez-vous donc? Combien de fois faudra-t-il t'appeler? Vous ne pouvez pas faire attention? Alors toi tu joues, oui? Un vrai supplice de penser dans ces conditions. Quand le grand entier m'appelait pour prendre la relève, je décrochais le téléphone, aussi épuisé que si j'avais passé ma journée au fond d'une mine à pousser des chariots de fonte, remplis d'un Camo de plus en plus lourd. Et ce qui devait arriver, bien sûr, arriva. Cela se passa un mercredi après-midi, dans mon bain. On ne peut rien vous demander quand vous êtes dans votre bain. C'est l'endroit idéal pour penser. Je m'étais donc enfoui dans la mousse du bain, cherchant désespérément une pensée nouvelle qui pût aider Camo. Pauvre Camo, j'avais beau le connaître depuis toujours, il me semblait avoir pensé tout, absolument tout ce qu'on pouvait penser de lui. Alors j'appelais son visage hirsute, de plâtrier dans le grenier de Pop. Son visage impénétrable quand il préparait une blague, le visage de Camo, amoureux de Cathy. Et tous les visages répondirent à l'appel, mais se confondirent petit à petit jusqu'au moment où il me fut impossible de me rappeler un seul trait de Camo. Impossible de dire à quoi pouvait bien ressembler ce Camo, auquel je pensais sans arrêt depuis près d'une semaine. C'était comme si l'image de Camo avait fondu dans la chaleur du bain, en même temps que la mousse. Tant pis, il me restait au moins son nom, le nom de Camo, plus rien d'autre que ce nom. Camo, que je me mis à répéter dans ma tête indéfiniment, parce qu'il y allait de sa vie. Camo, 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 Camo. Mais le nom était composé de 2 syllabes, qui se détachèrent bientôt, l'une de l'autre, comme si je les avais usées à force de les répéter. Camo, Camo, et qui chacune de leur côté, Camo, n'évoquaient plus rien du tout, jusqu'à perdre même leur orthographe. Camo, un K, un mot. Le bain était froid quand je me réveillais. Mon Dieu, ce froid. Quand le grand entier décrocha enfin le téléphone pour prononcer un « Allô » ensommeillé, je hurlais « L'entier, j'ai cessé de penser à Camo !» Il y eut un silence de mort au bout du fil. Je me suis endormi dans mon bain. L'entier raccrocha sans un mot. Je me précipitai à l'hôpital.